Ok, donc bonjour à tous, hein. Merci Laurent pour organiser cette journée et puis pour nous inviter à présenter un peu les activités. Donc, je suis Florence Tupin, je suis professeure donc à Télécom Paris, au LTCI, et donc avec Loïc Denis qui est au laboratoire Hubert Curien à Télécom Saint-Étienne, où on va vous présenter un petit peu les activités qui sont développées en imagerie SAR à Télécom au sens large. Donc voilà un petit peu le plan de la présentation. Je vais commencer par faire une petite introduction et puis vous donner une vision un petit peu générale des activités qui sont développées dans l'équipe. Et puis ensuite, en fait, on a choisi de vous détailler un petit peu plus deux points particuliers, donc qui sont le débruitage, enfin la réduction du chatoiement dans les images SAR, qui est un thème sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Et puis un autre exemple d'activité qui est lié à un projet ANR qui s'est terminé récemment et qui est plus sur la reconstruction tridimensionnelle de bâtiments avec de la tomographie SAR. Donc, juste pour vous, enfin rapidement, un petit historique du développement de ces activités à Télécom. Donc, c'est des activités qui ont commencé dans le milieu des années 90 et qui ont été initiées par Henri Maître. Donc, il y avait les premières images de RS1. Je vous ai mis des exemples, enfin un exemple d'une image de RS1 de Paris en bas, donc pas les mêmes images que Frédéric. Et donc, Henri avait lancé 4 thèses à cette époque donc pour démarrer une activité. Vous aurez un exemple de ces anciens doctorants tout à l'heure avec Emmanuel Trouvé. Et donc, cette activité, elle s'est développée ensuite avec Jean-Marie Nicolas, donc, qui est arrivé dans l'équipe à la fin des années 90. Et puis, donc, Loïc Denis a fait un postdoc il y a à peu près 15 ans maintenant. Et donc, voilà, il a continué à participer au développement de ces activités, donc, qui étaient portées essentiellement par Jean-Marie, Loïc et moi. Donc, c'est contrairement donc évidemment à la précédente présentation, nous vraiment, c'est des activités qui sont développées dans une équipe qui fait du traitement d'image. Donc, c'est l'équipe image du LTCI, donc du traitement d'image, de la vision par ordinateur et de l'informatique graphique. Et donc, l'activité sur l'imagerie SAR, c'est qu'une petite partie des activités de cette équipe. Après, il y a bien sûr des collaborations. Donc, j'ai cité un certain nombre de collègues ici qui collaborent quand même à ce thème, même si ce n'est pas leur thème principal. Donc, quels sont les objectifs qu'on a dans cette équipe? C'est de développer des outils de traitement d'image, d'analyse d'image, d'interprétation de scènes qui permettent de faciliter l'exploitation en fait des données SAR. Donc, on travaille essentiellement avec des données satellites, mais aussi des données aériennes. Donc, notamment, il y a eu plusieurs projets, collaborations avec l'ONERA où on a pu bénéficier de leurs acquisitions. Et ce qu'on essaye de faire, même si bien sûr on n'est pas du tout compétent sur la partie acquisition au sens strict, on essaye quand même d'avoir une bonne connaissance de toute la chaîne, c'est-à-dire depuis le capteur jusqu'à l'extraction d'informations. Donc, juste pour vous rappeler un petit peu le contexte, donc on a vraiment différents types de données et d'images qui vont être disponibles quand on fait de l'imagerie SAR. Donc déjà, nous, on ne va pas du tout faire la synthèse, on ne va jamais processer les données brutes. Donc, on va récupérer des données qui sont déjà synthétisées et on peut avoir ou bien une seule image SAR. Donc, dans ce cas-là, on va généralement utiliser l'amplitude pour faire de la classification, de la segmentation sémantique. Si par contre, on a des données avec 2 images SAR, donc comme c'est représenté ici, qui sont en configuration interférométrique, eh bien, en exploitant la différence de phase entre ces 2 images, on va pouvoir remonter à une information d'élévation, donc qui sera plus riche. Et puis, on peut également être dans une configuration polarimétrique. On a vu des images précédemment. Cette fois-ci, pour chaque pixel, on va avoir plusieurs champs électromagnétiques qui vont être enregistrés, et avec des polarisations en émission et en réception différentes. Et quand on va faire la corrélation complexe entre ces différentes mesures, eh bien, on va remonter à des propriétés géophysiques, des informations sur les différents types de rebonds qui sont produits dans le pixel, etc. Donc, on aura une information beaucoup plus riche,
Mais évidemment, bien sûr, en fonction du type de données qu'on a, elles vont être assez différentes quand même à manipuler. Donc ici, vous avez en bas à gauche 2 images d'amplitude. Donc, c'est des images en niveau de gris. On peut les interpréter relativement simplement. Mais vous voyez que si on fait de l'interférométrie, voilà, l'image de phase, elle est relativement différente. Ici, donc, elle est enroulée, elle est également bruitée. On reviendra sur ce problème après. Et on a aussi l'image de cohérence qui apporte également une information différente. Donc voilà, donc il y a quand même une grande variabilité des données par rapport à du traitement d'images classique quand on fait de l'imagerie SAR. Et donc nous, les différents thèmes auxquels on s'intéresse dans l'équipe, donc je les ai regroupés en 4 grands thèmes, même s'il y a évidemment beaucoup d'interactions entre eux. Donc, le premier grand thème, c'est tout ce qui va être la modélisation statistique des données SAR et puis aussi les mécanismes de rétrodiffusion. Donc, ici, je vous montre des petits corners réflecteurs qui avaient été fabriqués par Jean-Marie Nicolas. Donc, c'est un thème qui a été essentiellement développé par Jean-Marie, donc qui est parti à la retraite il y a 2 ans maintenant. Mais je ferai un petit focus quand même sur ces travaux. Le deuxième thème, c'est celui qu'on va détailler tout à l'heure, donc qui est tout ce qui va être le débruitage. Donc vous voyez que c'est quand même un niveau de bruit qui est très important dans les données. Ensuite, évidemment, bien sûr, on va s'appuyer sur la modélisation statistique pour le débruitage. Il y a ensuite un thème qui est plus consacré à l'extraction d'informations. Donc ici, vous avez un exemple d'extraction du réseau routier, mais ça peut être aussi de la classification, de la reconstruction tridimensionnelle d'objets. Et puis, le quatrième thème, il concerne plus, on va dire, le multidonnées, donc que ce soit des données multitemporelles, quand on a des séries, par exemple, en imagerie satellitaire, ou des données multicapteurs, la combinaison entre des données optiques et des données SAR, par exemple. Donc, je vais brièvement vous présenter les thèmes qu'on ne va pas détailler, donc voilà, en essayant de ne pas prendre trop de temps. Donc, comme j'ai dit, sur tout ce qui est modélisation statistique, donc Jean-Marie Nicolas donc, a consacré énormément de recherches sur ce point. Donc, je vais simplement essayer de vous extraire les idées principales. Donc, qu'est-ce que Jean-Marie a proposé? En fait, il a proposé d'exploiter le formalisme qui avait été développé par Mélin, qui est un formalisme qui est adapté à des données qui sont non pas réelles, c'est-à-dire avec des nombres négatifs et positifs, mais qui sont uniquement positifs. Et ce qui est bien le cas quand on va manipuler des données SAR en amplitude. Et donc, Mélin a proposé 2 outils qui sont d'une part la transformée de Mélin, qui est en quelque sorte une version de la transformée de Fourier, mais qui serait dédiée aux données qui sont uniquement définies sur R+. Et puis, un autre formalisme qui est associé, qui est la convolution de Mélin, qui, en fait, est un espèce d'équivalent de la convolution. Donc, vous savez, quand on additionne 2 variables, eh bien, si on regarde les densités de probabilité de ces variables, elles vont se convoluer pour la variable résultante. Par contre, quand on traite des images SAR, la modélisation du bruit, elle est essentiellement sous forme multiplicative. Et donc, quand vous multipliez 2 variables aléatoires, eh bien, la distribution résultante que vous obtenez, c'est la convolution de Mélin des distributions des 2 variables initiales. Donc, ces outils ils permettent vraiment de définir de nouvelles distributions, de définir également donc, ce que Jean-Marie a appelé les logstats. Donc, Jean-Marie a défini tout un formalisme qui s'appelle les statistiques de 2e espèce, où en gros, vous remplacez la transformée de Fourier par une transformée de Mélin, vous redéfinissez des fonctions caractéristiques de 2e espèce, des logs moments, des logs cumulants, de la même façon par les dérivés de la fonction caractéristique. Et vous allez pouvoir exploiter ce qu'on appelle les logstats, c'est-à-dire donc des logs cumulants, qui sont en gros simplement des moments empiriques, mais calculés sur des données en log, mais qui vont vous donner des relations très simples entre les paramètres des distributions et puis ces logs cumulants. Et donc, vous aurez des moyens, des estimations, des estimateurs qui seront dérivés des logstats. Une autre contribution qui m'a paru importante de mentionner, c'est ce diagramme que je vous ai représenté à droite, qui est le diagramme des logs cumulants, dans lequel on propose de positionner les distributions par rapport à leur log cumulant d'ordre 3 et leur log cumulant d'ordre 2.
Donc, chaque distribution, en fait, va se caractériser par un point à l'intérieur de ce diagramme. Donc, vous voyez que les lois gamma, qui sont énormément utilisées en imagerie SAR, elles vont représenter juste cette droite pour différentes valeurs du paramètre qui s'appelle le nombre de vues. Et puis, on voit qu'il y a des grands espaces, en fait, de ce diagramme qui sont couverts par les distributions qu'on utilise visuellement en imagerie SAR, hein, qui sont la loi gamma généralisée et puis la loi de Fisher, qui est également, et vous voyez que ces deux lois sont en fait des lois très générales pour bien représenter les distributions en imagerie SAR. Donc, comment vous pouvez utiliser ça? Concrètement, hein, si vous avez des échantillons, vous calculez l'occume d'ordre 3 et d'ordre 2, puis ça va vous donner un point dans ce diagramme et vous allez pouvoir savoir quelle est la bonne distribution à utiliser. Donc voilà, bon, c'est vraiment un résumé très rapide de travaux très riches. Et je vous ai mis deux publications qui me paraissent pouvoir vous donner un bon aperçu si vous êtes intéressé par cet axe-là. Donc le deuxième axe d'activité qu'on développe, c'est un axe qui est lié un petit peu plus haut niveau hein, que la modélisation statistique ou même le débruitage. C'est vraiment extraire de l'information à partir des données SAR. Donc, que ce soit des contours, des points caractéristiques ou de façon un peu plus ambitieuse des objets, hein, le réseau routier, les rivières, les lacs, les bâtiments, ou avoir vraiment une interprétation sémantique de la scène. Donc, les cadres méthodologiques qu'on utilise pour faire ça, donc il y a pas mal d'à contrario sur tout ce qui est relativement bas niveau, mais sinon, on a beaucoup utilisé le formalisme bayésien et markovien, avec, donc ici, vous avez un exemple d'extraction des rivières sur des données SWOT, donc dans le cadre d'une collaboration avec le CNES, hein, qui est très impliqué dans la mission SWOT. Et donc, le formalisme qu'on utilise, en gros, il va se ramener à la minimisation d'une énergie. Donc, elle est la solution qu'on cherche. On va avoir un compromis entre deux termes. D'une part, être fidèle aux données, où on va utiliser les modèles statistiques dont j'ai parlé précédemment, et puis un terme d'a priori, on va vraiment injecter des informations structurelles sur la forme des objets qu'on recherche, des informations de régularité, de forme, etc., et qui va pouvoir s'appliquer dans de nombreux contextes. Voilà, très rapidement sur le dernier thème, sur le multitemporel et le multicapteur. Donc, quand on a des séries multitemporelles, parmi les objectifs qu'on a pu essayer d'aborder, hein, c'est réduire d'une part les fluctuations hein, grâce à la dimension temporelle, mais aussi détecter les changements, analyser les changements dans les séries temporelles. Donc, il y a eu plusieurs thèses hein, dans les dernières années sur ces thèmes. Quelles grandes idées on peut dégager? On a beaucoup exploité la notion de superimage, qui était aussi une idée de Jean-Marie, qui consiste à moyenner brutalement la série temporelle, finement recalée, et à essayer d'exploiter l'information structurelle qui va rester dans cette image. Et puis sinon, beaucoup s'appuyer sur les modélisations statistiques pour définir les bons critères de similarité, etc. Sur le multicapteur, globalement, en un mot, l'optique va la plupart du temps amener beaucoup d'informations sur la forme des objets et le radar, par exemple, une information sur l'élévation, comme c'est le cas sur cet exemple. Je me dépêche pour laisser du temps à Loïc. Donc, je vais juste faire une petite introduction sur le débruitage, en vous parlant plutôt des méthodes par patch, et puis Loïc parlera des approches par apprentissage profond qu'on développe actuellement. Donc, vous avez vu que dans les images de Frédéric, même pour des très très hautes résolutions, on continuait d'avoir quand même un phénomène de fluctuation hein, du signal qui est enregistré. Donc, vous pouvez vous en convaincre. Enfin, pour ceux qui font de l'imagerie SAR, je pense qu'ils en seront facilement convaincus. Ici, vous avez une image optique. On voit que la zone est physiquement homogène, c'est de l'herbe, c'est relativement constant au niveau des couleurs, des mesures physiques qui vont être faites. Par contre, dès qu'on a de l'imagerie SAR, à cause des interférences entre les ondes à l'intérieur du pixel, on va avoir énormément de fluctuations, donc que vous pouvez voir ici. Et qui vont se retrouver, que vous ayez des données en amplitude, interférométrique, polarimétrique, vous allez toujours avoir ce genre de difficultés. Le gros intérêt de l'imagerie SAR, c'est que malgré tout, on a quand même des modèles qui sont bien définis, donc notamment le modèle de Goodman, qui normalement est valide dès que vous avez des surfaces suffisamment rugueuses par rapport à la longueur d'onde, et qui va vous permettre de modéliser sous forme d'un bruit multiplicatif
les observations, donc qui sont notées I ici pour intensité, qui vont être en gros une scène sans bruit, qui est la réflectivité multipliée par un bruit, et qui va nous permettre d'avoir une formulation de la vraisemblance de l'intensité relativement à la réflectivité. Ce qui est intéressant, c'est que ce modèle, il est vrai non seulement pour des données scalaires, juste l'intensité, mais également pour des données vectorielles complexes, que vous soyez en configuration interférométrique ou polarimétrique. Si vous avez juste le petit vecteur de nombre complexe, vous avez cette distribution gaussienne circulaire. Et puis, si par contre, vous avez déjà fait un pré-processing, par exemple en calculant une matrice de covariance localement, empiriquement, eh bien, vous allez avoir une distribution de Wishart. L'élément principal étant que la matrice sigma contient les éléments physiques que vous essayez de retrouver à partir des observations, que ce soit le vecteur de rétrodiffusion K ou la matrice de covariance C. Dans ce vecteur, si vous êtes juste en une dimension, bah, cette matrice sigma, elle se réduit en fait à la réflectivité qui est l'élément, enfin la grandeur physique que vous essayez de retrouver. Alors, évidemment, il y a eu énormément de travaux pour essayer de réduire le bruit qui est présent dans les images SAR. On a développé différents types de cadres méthodologiques pour le réduire, y compris à Télécom. Je vais vous parler simplement des travaux qui ont été faits autour des méthodes par patch, qui ont été initiés durant la thèse de Charles Deledal. Alors, qu'est-ce que c'est que les méthodes par patch? Ce sont des méthodes qui s'appuient sur une hypothèse très très simple, qui est que vous avez une redondance dans les images. Si vous prenez un petit morceau de l'image, eh bien, elle est autosimilaire. Vous avez de très très grandes chances de retrouver ce petit morceau d'image. On peut distinguer trois étapes en fait dans ces méthodes par patch. Elles commencent par trouver les patchs qui sont similaires. Ensuite, elles vont débruiter ces patchs en quelque sorte, ou le pixel central d'un des patchs, ou tout le patch, ou toute la pile de patchs. Et puis ensuite, elles vont reprojeter dans l'image les patchs débrutés. Donc, dans l'équipe, on a beaucoup travaillé sur ces approches qui existaient sur les images naturelles, si vous voulez. On a essayé de les adapter en fait pour les images SAR, avec des contributions sur 3 points que je vais passer très rapidement parce que je suis trop bavarde. Comment trouver des patchs similaires? Donc là, on va essentiellement s'appuyer sur des modèles statistiques que j'ai présentés précédemment. On a proposé donc, le rapport de vraisemblance généralisé. Comment estimer les patchs en utilisant des maximums de vraisemblance pondérés. Et sur la partie de reprojection, les idées qu'on a proposées, c'était d'avoir plusieurs estimations, qu'on a plusieurs jeux de paramètres possibles, on va calculer plusieurs estimations et puis on va avoir une stratégie pour trouver la meilleure estimation en faisant le meilleur compromis biais-variance, c'est-à-dire on essaie d'avoir la plus faible variance tout en évitant d'avoir un biais. Voilà donc quelques exemples. Donc ça, ce sont précisément des images aériennes de l'ONERA. Donc vous voyez en configuration interférométrique, vous avez l'image d'amplitude, une image de phase et puis l'image de cohérence. Et donc voilà ce que peuvent donner les méthodes par patch. L'intérêt de ce formalisme, c'est qu'il est complètement adapté aux données vectorielles complexes, hein, donc polarimétriques, Polinsar, etc. Et il va bien filtrer, mais en même temps bien préserver tous les contours, donc les informations structurelles qu'on va avoir dans les images grâce à la redondance des patchs. La même chose en polarimétrie, on va avoir des résultats également intéressants. Et je m'arrête ici pour passer la main à Loïc. Donc du coup, Loïc, je vais arrêter de partager. Voilà. Je te laisse. Voilà, merci Florence. Donc je poursuis en vous décrivant une deuxième famille de méthodes pour la réduction du speckle sur laquelle on est en train de travailler actuellement, à savoir les méthodes à base de réseaux de neurones. Et j'essaye de vous donner un bref panorama des approches pour résoudre ce problème. Et donc, je vais commencer par des méthodes qui utilisent en fait un réseau qui est pré-entraîné, ce qu'on appelle un débruiteur universel, avant de passer à des réseaux qui sont entraînés spécifiquement pour des images SAR, soit dans un cadre supervisé, soit dans un cadre auto-supervisé avec des paires d'images ou avec une seule image. À chaque fois, dans chacune de ces approches, il va falloir injecter le modèle physique du speckle. Et donc, je vous détaillerai où intervient cette modélisation. Donc, le premier type d'approche, ça consiste en gros à s'appuyer sur
les méthodes de variation, les méthodes de restauration d'image qui se basent sur la minimisation d'une fonction de coût, et notamment sur un cadre qu'on appelle ADMM qui permet de résoudre ces problèmes de minimisation de manière itérative en alternant deux types d'étapes. Une étape dans laquelle intervient le terme de régularisation, comme la variation totale par exemple, et une étape dans laquelle intervient le terme de vraisemblance, et c'est ici qu'on retrouve notre modèle de bruit. Alors si on veut utiliser des réseaux de neurones pour réduire le speckle, l'idée c'est de modifier cette étape-là. Donc on ne va pas explicitement définir une fonction de régularisation, mais on va plutôt remplacer cette étape de minimisation qu'on peut interpréter comme un problème de débruitage d'un bruit blanc gaussien additif. Et donc on remplace cette étape par un débruiteur gaussien qu'on prend sur étagère, un réseau qui a déjà été entraîné pour restaurer des images naturelles corrompues par un bruit additif gaussien. L'intérêt de ce cadre, c'est qu'il va pouvoir s'étendre assez naturellement aux images multicanales, donc par exemple la polarimétrie. Pour ça, il faut juste faire une transformation avant qui se base notamment sur le log matriciel. Mais sinon, on va pouvoir continuer à appliquer dans cette étape-là un réseau de neurones pris sur étagère pour débruiter les différents canaux de notre image transformée. Donc, en termes d'avantages, on peut appliquer directement une méthode à base de réseau de neurones sans avoir à faire d'entraînement. Et en plus, ça fonctionne pour des images polarimétriques, interférométriques, multicanales. Par contre, le prix à payer, c'est que notre réseau n'est pas très adapté aux scènes radar. Pour ça, il faut vraiment entraîner un réseau spécifique, soit dans un cadre supervisé. Donc, cadre supervisé, ça veut dire que dans la phase d'entraînement, on va donner au réseau une image corrompue par du speckle, une image de vérité terrain, et on va récompenser le réseau si sa prédiction est proche de la vérité terrain. Alors, comment est-ce que j'ai une paire d'images de vérité terrain et d'images corrompues par du speckle? Avec les images satellitaires, notamment, on dispose de grandes séries temporelles qu'on va pouvoir moyenner. Éventuellement, on pourra faire un petit débruitage résiduel et ça va nous donner une image avec quasiment aucune fluctuation résiduelle qui va du coup être notre vérité terrain, à partir de laquelle on va pouvoir simuler du speckle. Donc pour ça, on utilise des tirages aléatoires selon la distribution statistique qui décrit notre modèle physique de speckle. Et donc, ça va nous donner des échantillons bruités qu'on va pouvoir mettre en entrée de notre réseau dans la phase d'entraînement. Et typiquement, on utilise des réseaux comme DNCNN, qui est un réseau classique en débruitage d'images. Donc, l'intérêt, c'est qu'en imagerie satellitaire, notamment, on peut vraiment générer des vérités terrain de très haute qualité. Par contre, en général, dans la phase de simulation du speckle, on utilise des simulateurs qui sont assez simples, qui négligent les corrélations spatiales du speckle. Et ça se traduit en pratique par une étape de pré-traitement des images réelles qui doit permettre de décorréler le speckle. Et assez souvent, on est réduit à prendre qu'un pixel sur deux pour limiter les corrélations spatiales du speckle, ce qui va limiter la résolution au niveau des résultats, comme on le verra tout à l'heure. Alors, pour être plus robuste aux corrélations spatiales du speckle, il faut passer à des méthodes auto-supervisées. Et notamment, la première approche, elle consiste à utiliser en fait des séries temporelles et notamment des paires d'images pour réaliser un entraînement. Donc l'idée, ça va être d'abord de commencer à faire une préestimation des réflectivités associées à chaque date, puis tirer des paires d'images bruitées, donc deux réalisations indépendantes du speckle qui correspondent à deux images acquises à des dates qui sont suffisamment espacées dans le temps pour qu'on ait une décorrélation temporelle du speckle. Et ensuite, notre réseau, on va l'entraîner en lui demandant, à partir de la première date, de prédire une image qui soit statistiquement proche d'une référence qui n'est rien d'autre que l'image bruitée à la seconde date dont on a compensé les changements. Donc, c'est une approche qui, vous allez le voir en pratique, donne de très bons résultats en termes de qualité de restauration,
Par contre, le processus d'entraînement est un petit peu lourd, notamment pour préestimer les images, il faut déjà une méthode de réduction du speckle, et donc on a en fait un processus itératif pour arriver à obtenir le résultat. Et puis, dernier type de stratégie, c'est une stratégie auto-supervisée mono-image. Dans ce cas-là, on utilise l'idée de la validation croisée. Donc, validation croisée, ça consiste à garder certains points de mesure pour l'étape de validation. On réalise une prédiction sans ces points de mesure, et ensuite, dans la phase de validation, on compare notre prédiction au niveau des mesures manquantes par rapport aux mesures. Alors, si on n'utilise que quelques pixels pour s'entraîner, c'est très très long de faire converger un réseau qui réaliserait cette étape de prédiction. Donc, il y a deux améliorations qui sont réalisées. La première, c'est qu'on va faire une validation dense. L'idée, c'est juste de modifier les réseaux convolutifs pour que le pixel au centre du patch que voit le réseau soit exclu du champ récepteur du réseau. Donc pour ça, on a deux stratégies. Soit on fait des convolutions décalées, translatées. Donc à ce moment-là, le pixel de référence là, est exclu du champ récepteur du réseau, ou alors on utilise d'autres stratégies du type convolution dilatée suivie de convolution normale. Et à ce moment-là, le pixel qui est au centre du champ, du patch qui est à l'entrée du réseau, n'est pas vu par le champ récepteur du réseau, donc ne peut pas être utilisé dans l'étape de prédiction. Et puis la deuxième amélioration, que je ne vais pas détailler plus que ça, c'est l'utilisation d'un cadre bayésien qui va nous permettre, en phase de test, de réintégrer la mesure bruitée, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie, en phase de test, d'exclure le pixel qui est au centre du patch. Cette mesure, elle est très importante pour la prédiction, donc on la combine dans le cadre d'un estimateur bayésien avec l'estimation qui était fournie par le réseau. Donc, c'est très intéressant, ces méthodes auto-supervisées, parce que ça permet un entraînement qui est très facile. Par contre, l'hypothèse qui est sous-jacente, c'est que le speckle est spatialement décorrélé pour que, dans l'étape de prédiction, je ne sois pas capable de prédire les valeurs bruitées des pixels qui ont été masqués. Donc, la composante aléatoire liée au bruit ne doit pas être prédictible, sinon on va laisser le bruit dans l'image. Donc, en deux mots, voilà le type de résultat qu'on obtient. Donc là, ce sont des images Sentinel-1 avec des résultats qui ont été obtenus avec la méthode supervisée qui, du coup, pour passer sur données réelles, nécessite de décorréler le speckle, ici en prenant un pixel sur deux. Donc, ça donne des résultats qui sont de bonne qualité, mais qui sont un peu flous du fait de cette étape de décorrélation. Et puis sinon, voilà les résultats qu'on obtient avec la méthode auto-supervisée à base de paires d'images. Donc, une préservation des détails qui est bien meilleure et donc une amélioration qui est vraiment significative par rapport aux images simples vues. Donc, voilà, c'est des méthodes qui avaient été initialement développées par des collègues en Italie et qui ont été bien approfondies. Et le cadre auto-supervisé à deux images a été développé par Emanuele Dal-Sasso dans le cadre de sa thèse qui est en cours à Télécom Paris. Voilà, donc c'est l'intérêt d'avoir des méthodes auto-supervisées, c'est qu'on peut aussi travailler sur des données qui ne sont pas juste issues directement d'une synthèse, comme les images GRD, pour lesquelles on a des corrélations spatiales variables au niveau du speckle. Donc, c'est assez difficile à prendre en compte autrement que par des méthodes d'apprentissage automatique. Donc, au niveau des résultats, on observe une amélioration notable de la qualité des images. Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé par deux doctorants de l'équipe qui va être présenté à IGARS le mois prochain. Voilà, donc pour conclure sur cet aspect de réduction du speckle, c'est un domaine qui est très très actif et puis la plupart des travaux maintenant s'intéressent au passage aux données polarimétriques et interférométriques, la prédiction des incertitudes et puis les méthodes auto-supervisées qui permettent vraiment de passer rapidement aux données réelles. Donc
On devait vous parler un petit peu de reconstruction 3D. Je vais juste vous en dire 2 mots pour dire que on a mené des travaux d'abord dans un cadre plutôt d'interférométrie multibase pour combiner en fait des méthodes à base de patch et des méthodes de régularisation par GraphCut afin d'obtenir en chaque pixel une estimation de la hauteur, par exemple sur des bâtiments. Et plus récemment, on s'est intéressé à la tomographie SAR. Donc, en tomographie SAR, on ne cherche pas juste à estimer une hauteur par pixel, mais le radar voit dans des pixels différents tous les réflecteurs qui sont situés dans des isochrones. Et l'idée de la tomographie SAR, c'est au sein d'une même case radar, réussir à identifier quel était le profil de réflectivité donc dans la direction de l'élévation. Donc, dans ce cadre-là, on a travaillé sur des méthodes d'inversion régularisée et sur des méthodes de type vision par ordinateur basées sur des GraphCut. Donc là, vous avez un exemple de reconstruction 3D d'un nuage de points obtenu dans le cadre de ce projet ANR multipartenaire avec notamment l'Université de Rennes et l'ONERA. Voilà, je passe rapidement sur les résultats pour laisser Florence dire 2 mots de conclusion. Oui, ben, très rapidement pour ne pas décaler trop le temps. Donc voilà, bon, il y a eu un certain nombre de contributions de l'équipe, on vous en a montré une partie. Je vais plutôt mentionner un petit peu les thèmes auxquels on s'intéresse actuellement. Donc on a un axe important qui concerne comment introduire de la connaissance physique dans toutes les méthodes d'apprentissage. Donc Loïc vous a déjà démontré un certain nombre de stratégies, mais il y a d'autres types de connaissances qui sont quand même des connaissances physiques. Par exemple, les relations spatiales entre objets, du fait qu'on a cette visée latérale du capteur, c'est le genre de connaissances qu'on pourrait aussi chercher à introduire dans nos approches par deep learning. Un autre point que j'aimerais mentionner, c'est que l'équipe aussi, donc on a beaucoup travaillé sur le milieu urbain. À l'heure actuelle, on essaye aussi de développer des applications environnementales. Donc il y a le projet, la collaboration sur les données SWOT avec le CNES dont j'ai déjà parlé, sur les rivières et les lacs, mais également une thèse qui va démarrer à la rentrée sur tout ce qui va être la forêt par tomographie SAR en collaboration avec Laurent notamment. Et puis un axe bien sûr sur comment s'adapter quand il y a des nouveaux capteurs qui sont lancés et comment faire de la fusion de données, puisque à l'heure actuelle on a quand même énormément de capteurs différents qui peuvent nous donner des informations sur la même scène. Et du coup, voilà, donc je remercie évidemment tous les soutiens financiers qui se sont manifestés à travers les différentes thèses, les différents projets, mais je mentionne en particulier donc le CNES et l'ONERA, avec lesquels il y a des collaborations un petit peu de longue date, tous les collaborateurs donc, que vous avez vu passer un petit peu, et puis je voudrais surtout remercier aussi tous les doctorants qui ont participé et qui ont été mentionnés un petit peu dans les différents slides que vous avez vus. Je n'ai pas eu le temps de mettre toutes les publications relatives aux axes dont on a parlé, mais vous pouvez les trouver sur les liens qui sont indiqués sur cette page. Des codes aussi sur le GitLab, et puis une page, un site dédié au projet ALICE, qui est le projet ANR sur la tomographie SAR avec l'IETR et l'ONERA. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, merci Florence et Loïc pour cette très jolie présentation qui montre un peu, qui résume bien le niveau de créativité que vous avez. Je ne sais pas si on a des questions sur le chat. Alors, attendez. D'accord, non, on n'a pas de questions. Moi, j'en ai peut-être une ou deux là. Est-ce que vous pouvez rapidement me rappeler, parce qu'il me semble que vous me l'avez déjà expliqué, mais je ne me souviens plus trop de l'explication. Comment on peut... On sait que la transformation log, la fonction log transforme un bruit multiplicatif en bruit additif, mais le moyen-âge des logs étant biaisé, comment est-ce que vous réglez ce problème de biais dans vos approches de filtrage ? Vas-y Loïc, mais on t'inquiète pas, on en tient compte. D'accord. Alors voilà, je reviens juste sur ce transparent-là pour dire qu'en gros, quand on applique notre transformation log, on ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'ensuite, on ne considère pas que le bruit est devenu gaussien. D'accord. Et d'une manière générale, ça permet juste de simplifier
le traitement, mais même si on applique un débruiteur gaussien, il y a ensuite une étape qui est très importante, qui est la correction non linéaire, qui permet vraiment de tenir compte en fait, de la distribution des données qui ont été transformées en log. Donc la loi de Fisher-Tippett si on est en intensité, ou des lois qui sont le log de Wishart quand on est en polarimétrie, par exemple. D'accord. Ok. Maintenant, ça me revient, vous me l'aviez déjà expliqué. Mais c'est effectivement important de faire cette étape-là. Ok. Et vous parlez à un moment, à la fin, des projets de fusion multicapteurs, donc qui mettent en œuvre des données qui ont des géométries qui peuvent être complètement différentes. Et est-ce que vous envisagez de faire quelque chose un peu d'autodidacte, quoi, si vous avez, vous, je sais pas, des données interférométriques ou tomographiques, c'est-à-dire de reconstruire le 3D et d'estimer la projection que l'on devrait avoir sur des données par rapport à des données de type optique? Ouais, je pense que pour faire, surtout si on est à haute résolution et surtout si on a des objets avec de l'élévation, il faut absolument se passer dans un vrai espace 3D pour essayer de reconstruire des résultats. Il y a trop de déformations géométriques qui sont liées à l'acquisition, et quand je dis introduire de la connaissance physique, des relations spatiales, c'est exactement à ça que je fais allusion, c'est-à-dire la position des ombres, la position de l'overlay, le déplacement des objets les uns par rapport aux autres quand tu es entre ton capteur optique et tes différentes vues radar, etc. Je pense que tu es obligé de te remettre dans le vrai monde 3D, si tu veux, pour essayer de faire la fusion, proprement. Ouais, ouais. Et à très haute résolution, là, je pense que même ceux qui font les images doivent avoir un peu une idée de l'environnement 3D qui les entoure quand les trajectoires sont non idéales. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présentation et qui donnera une bonne idée, je pense, à la communauté de ce que vous savez faire, de ce que vous avez envie de faire dans le futur. Donc, c'est bien. Merci beaucoup.